Et dans les conférences récentes, là, j'ai plusieurs personnes qui sont venues me voir encore quand j'étais face à Nicolas Gouguin et qui sont venues dire mais vous avez parlé d'amour, d'engagement, etc. Mais moi, mes parents sont divorcés, j'ai pas connu mon père, il y a eu des violences, etc. Comment est-ce que je peux faire? Est-ce que je peux y croire? Et en discutant avec ces personnes, je me suis dit effectivement, notre pays doit continuer à travailler pour aider les personnes à croire encore en l'amour, à croire encore en l'engagement, même si le mariage ne reconnaît pas, on le sait bien, un amour, mais plutôt un engagement d'ordre de la filiation. Et Gérard Leclerc a écrit L'amour en morceaux et montrait justement dans ce livre que j'ai beaucoup aimé combien le mariage est moderne, nouveau, récent. Et combien le fait d'avoir en une seule personne ce que justement, ils veulent se marier. Voilà, ce que les païens mélangeaient dans plusieurs, eh bien, c'est tout à fait progressiste et nouveau, et c'est finalement le mariage au risque de l'amour aujourd'hui. Et vous disiez, oui, ils veulent se marier. Attention, parce que dans leur revendication, d'abord, très peu entendent se marier. Si vous leur demandez est-ce que vous voulez vous marier vous-même, ils disent non, ils veulent pouvoir en avoir le droit. Mais il y a aussi eu des revendications très très fortes. Je pense à Jean-Paul Pouliquen, qui à l'époque du Pax, prophétisait que le mariage se casserait bel et bien la figure lorsque son contrat aura fait ses preuves. C'est-à-dire l'intention était aussi, et demeure chez beaucoup, de casser le mariage dit bourgeois, le mariage où une fidélité essaie aussi désormais de s'exprimer. Et il y a donc quelque chose aussi qui est exprimé par pas mal d'analystes, on cherche à vider de son sens ce mariage. Si le mariage devient mariage entre personnes de même sexe, il est vidé de son sens pour tous. Et c'est pour cela que nous... Et alors l'argument qui consiste à dire ça donne des droits à certains en plus, mais ça n'ôte pas les droits des plus nombreux ou de ceux qui se marient normalement, en l'espèce les hétéros. Qu'est-ce que vous dites là? Bien, je crois qu'on a pu montrer effectivement qu'on se sentait tous concernés. Et d'ailleurs on a obtenu finalement que soient maintenus dans le projet de loi les mots père et mère que ceux qui avaient écrit sa première mouture entendaient supprimer. Et il y a désormais une sorte d'amendement balai qui a été proposé pour qu'à chaque fois qu'on lira ces mots, eh bien, on l'entende par de père ou de mère dans les cas où il y aurait un mariage entre personnes de même sexe. On voit bien que l'intention universaliste de ce projet est bien d'effacer le repère qu'ils appellent hétérocentré et qui en fait est simplement le repère qui définit le mariage. Et donc on vient casser cette définition et symboliquement pour tous les enfants de notre pays, eh bien c'est très très lourd de conséquences symboliques. En fait, si vous mettez le doigt dans la dialectique homo-hétéro, vous êtes mort. L'argumentation d'une certaine façon en face s'effondre. Il faut refuser ce clivage. Bien sûr. Si je vous écoute. C'est-à-dire que moi, je vous explique Lionel Jospin, donc je ne vais pas me répéter, mais il y a effectivement un étiquetage qui ne correspond pas à ce qu'est l'être humain. Et après, on a toutes sortes d'étiquettes possibles, mais se laisser étiqueter par une orientation sexuelle... Tout tient par ce postulat. C'est une façon, au fond, de réduire l'homme à une réalité qui fait partie de son existence, qu'il faut savoir reconnaître. Je ne suis pas du tout en train de nier la réalité de l'homosexualité, mais je suis en train de dire que si on étiquette les personnes en fonction de cela, on va dans un communautarisme qui est, au fond, réducteur et qui exclut aussi, qui ne reconnaît pas la pleine humanité de chacun. Alors, Tugdual Derville, des questions courtes, justement, je vous les avais promises, pour savoir jusqu'où vous allez aller dans cet engagement, dans cette mobilisation. Alors, des questions la première porte sur la politique. Donc, demain, l'examen à l'Assemblée, 5300 amendements, l'UMP qui est pas mal engagé, l'entente parlementaire. Vous allez vous faire récupérer politiquement, c'est bien ça? C'est un grand risque. Et en même temps, je sais bien, pour l'avoir expérimenté en d'autres moments, que la cristallisation droite-gauche, quel que soit le sujet, est habituelle dans notre pays, qui est bipolaire. Donc, au sens on n'y échappe pas. Voilà, on n'y échappe pas, mais nous ne sommes pas dupes. Et à la fois, nous avons accueilli avec joie tous les élus, mais ce ne sont pas eux qui ont organisé la manifestation, vous le savez bien. Il y avait aussi, heureusement, des élus de gauche, mais c'est plus difficile pour eux. Donc nous espérons, nous, deux choses. Que les élus de l'opposition jouent leur rôle et nous les encourageons, nous en remercions. C'est pas simple pour eux non plus. Et donc, effectivement, ce travail profond argumentaire, c'est maintenant à eux de le faire. On les encouragera à le faire, mais sans pour autant se laisser récupérer par tel ou tel parti. Même si moi je suis invité par tous les partis et je parle volontiers dans tous les partis. Je l'ai fait encore il y a quelques jours. Et de l'autre côté, chez qui l'UMP m'a invité à sa convention famille, donc je me suis exprimé, mais voilà, en tant qu'expert, en tant que membre d'une association, et je l'ai fait dans beaucoup d'autres partis dans ces dernières années, sans exclusive. Par contre, nous espérons aussi qu'à gauche, eh bien, les députés socialistes, qui pour beaucoup ne croient pas dans ce projet,
qui pour beaucoup déjà savent très bien que la suite du projet est extrêmement grave sur le plan bioéthique, alors qu'il y a une articulation automatique entre l'adoption et la procréation artificielle, je pourrais éventuellement le montrer, et qu'on cherche à nous vendre ce projet par appartement, mais c'est l'immeuble entier qu'on nous vend, nous espérons que ces parlementaires auront la liberté de vote, la liberté de conscience, qui pourront s'exprimer. Et ça se lézarde à gauche, on entend des voix, mais en même temps une chape de plomb du vote par parti qui est extrêmement grave sur un sujet civilisationnel, un sujet de métapolitique qui dépasse la politique. Et nous demandons qu'à gauche, il y a une vraie liberté de vote. S'il y a cette liberté de vote, il n'est pas du tout certain que ce projet passera. Et notamment au Sénat, où peut-être il y a aussi une majorité plus compliquée pour l'exécutif actuel. Et donc tout est encore ouvert. Et place maintenant aux parlementaires, mais place aussi au président de la République qui a tout loisir de dire stop à un moment donné. Et de dire attention, là je m'en fais. Pourquoi dirait-il stop? À quel moment? Eh bien, ses prédécesseurs ont su le faire. Face à la puissance d'un mouvement de rue, face aux arguments de fond que peut-être ils n'avaient pas tout à fait entendus, lorsque nous avons démasqué ce slogan absolument réducteur de mariage pour tous, qui exclut d'ailleurs beaucoup de personnes qui ne se sentent pas du tout concernées, face peut-être aux possibilités que lui donne la Constitution. Mais là, pour l'instant, François Hollande tient, et Jean-Marc Ayrault a dit hier, il a assuré qu'après la manifestation pour le mariage gay, que les Français pouvaient compter sur la majorité pour que ce projet de loi soit adopté. Donc on a Jean-Marc Ayrault qui enfonce le clou, et François Hollande qui, après avoir reçu Brigitte Bardot, pendant une demi-heure seulement, alors que Florence Cassé a eu droit à 1 heure, ce sont des signes qui vont dans le sens d'une adoption du projet. Alors, oui, c'est aussi qu'est-ce qui va faire changer François Hollande, Tugdual Derville? C'est la fable du chêne et du roseau. C'est-à-dire que le chêne ne scille pas dans la tempête, il ne bouge pas. Et il paraît très solide, et puis à un moment donné, la tempête déracine le chêne. Mais ce que je dis, ce n'est pas des boutades. Vous avez bien vu que politiquement, depuis des années, quand l'exécutif a plié devant un mouvement de rue, devant une résistance qui devenait tellement intense qu'il ne pouvait plus faire autrement que casser, eh bien jusqu'au dernier moment, il a affiché une morgue toute puissante et indifférente apparemment au mouvement qui se levait. C'est-à-dire que les politiques sont obligés de tenir. Comme ça, il y a eu l'école libre, le CPE. Le CPE, oui, mais il y a plusieurs reprises. En France, la rue compte beaucoup. La culture de la rue, peut-être qu'il faut l'apprendre, mais la rue compte beaucoup. Et politiquement, nous le savons, par les comparaisons des données chiffrées, on le voit aussi, que nous faisons de ce sujet un critère électoral. Alors, est-ce que ça veut dire qu'il faut redescendre dans la rue? Bien sûr, il faudra le faire. Alors on le fait, je l'ai exprimé, dès samedi prochain dans tous les départements, et c'est important que dans les régions on continue d'expliquer, qu'on continue d'argumenter. Beaucoup de Français ignorent encore que derrière ce slogan de mariage pour tous, c'est l'adoption d'enfants que nous confierions notre société à 2 hommes ou 2 femmes, les privant par là même d'un père ou d'une mère, alors qu'ils ont été eux-mêmes endeuillés. Donc ça, il faut l'expliquer, vous allez le faire le 2 février. Bien sûr. Et donc, le 2 février... manif nationale, là, comme le Champ de Mars, avec 1 300 000 personnes. Eh bien, bien sûr, nous l'avons dit dès le début, cette manifestation nationale était la première grande manifestation nationale. Et en fonction des réponses du gouvernement à nos revendications, eh bien, nous lancerons, le moment venu, un second appel. Et à ce moment-là, nous montrerons... À votre avis, c'est pour quand le second appel? Là, je ne peux pas vous dire, je ne sais pas en fait. Sans donner la date de la deuxième manif, à votre avis, quel est le moment qui fera que ça sera mûr pour prendre une décision de cette nature-là? Bon, nous allons voir ce qui se passe déjà le samedi 2 février et la capacité que nous avons de réunir des personnes dans les régions de manière forte, de manière symbolique. Nous allons entamer aussi un tour de France de meetings dans les régions pour continuer d'expliquer. Et on verra aussi cette capacité de rassembler encore plus largement dans une diversité croissante. Donc ça nous emmène jusqu'à quoi? Jusqu'au 15 février. Voilà. Et puis après, on décidera en fonction aussi du calendrier parlementaire. Et vous le savez, une façon pour le gouvernement, au fond, de plier sans trop le laisser voir, c'est de laisser le calendrier dériver. Ça arrive très souvent dans ces sujets-là. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on s'aperçoit que la priorité, c'est quoi? Le temps parlementaire n'est pas compressible. Au contraire, le Parlement a beaucoup de difficultés à faire passer les réformes. Et tout le temps que le gouvernement passe sur ce sujet, il ne le passe pas sur l'emploi, sur le logement, sur les sujets qui sont prioritaires pour les Français. 5300 amendements, ça peut être réglé par un 49.3 en disant voilà, maintenant ça suffit, on passe en force. Ça peut être réglé comme ça? Je crois qu'on a tellement montré à quel point on manquait de débat sur ce sujet. Que cette option est exclue. Eh bien, le gouvernement, en tout cas le gouvernement, s'il passait par des modalités qui escamotent ce débat, pourrait difficilement prétendre que le débat a lieu sur un sujet aussi majeur, aussi essentiel, sur lequel des expertises sont encore nécessaires, alors que les auditions, vous l'avez sans doute vu, et vous l'avez dit sur cette antenne, ont été faites en catimini pour la plupart des associations. La nôtre, par exemple, a été reçue en catimini par Erwan Binet, alors qu'on a entendu 3 sociologues.
Non, pas filmé non plus. Pas filmé. Non, non. Donc non, vraiment, de ce point de vue, je crois que le gouvernement aurait tort sur le plan politique, et il peut le payer très cher politiquement. Erwan Binet est venu sur cette antenne, vous seriez prêt à discuter avec lui? Bien sûr, j'aimerais bien, oui, bien sûr. J'ai failli le faire, bon finalement j'étais invité à un endroit mais je n'ai pas pu, mais voilà, j'aime beaucoup discuter. Vous ne l'avez pas encore rencontré dans un débat? Pas personnellement, non. Mais j'ai beaucoup de respect pour les adversaires qui se mobilisent, et parce que je sais qu'ils y croient au plus profond. Il y a quelque chose de très très profond dans la revendication. Mais je vois aussi que cette revendication, elle est, à la fois irrépressible d'un certain côté et sans limite. Il ne faut pas croire qu'on va s'arrêter là. C'est-à-dire que plus on donne, et plus le besoin de reconnaissance, au fond, risque de nous entraîner loin. Et vous l'entendez parfois dans certains groupes qui demandent beaucoup plus. Le mariage religieux, bien sûr, et bien d'autres choses encore. Et ce mariage, entre guillemets, entre personnes de même sexe aboutit à des situations de parentalité, entre guillemets, multiples. Certains demandent déjà, pourquoi pas 3, comme au Brésil. Comme en Argentine. C'est l'Argentine ou le Brésil? Le Brésil, récemment, mariage civil à 3. Non pas qu'on soit conscient de la transgression, ceux qui le revendiquent, mais il nous faut entrer vers un système sans limite. C'est toujours plus loin l'illimité, comme les forfaits téléphoniques. Tugdual Derville, j'ai encore deux, trois questions, malheureusement le temps passe vite. Georgina Dufoy, Simone Veil, des personnalités de cette nature. Est-ce que vous comptez capitaliser sur elles, les mettre en avant? Simone Veil, on a vu une vague photo comme ça, oui, avec son drapeau quand même. Oui, j'ai su qu'elle avait manifesté. Bon, sûr, symboliquement, c'est sûrement très fort. Georgina Dufoy, elle est plus, je dirais, dans le coup, entre guillemets, du débat. Ça n'échappe à personne. Et je l'ai rencontrée effectivement au départ de la manifestation. J'ai beaucoup discuté avec elle. Ensuite, elle m'a appelé. Elle m'a dit, il faut vraiment expliquer aux manifestants en profondeur ce qui se passe, parce qu'ils ont manifesté de manière très forte, de manière très intuitive, et sans peut-être totalement mesurer l'élan historique auquel ils ont participé. Cette date sera dans le livre d'histoire, par la puissance, la surprise de la mobilisation. Cette mobilisation est absolument inédite. Les ressorts de cette mobilisation ne sont même pas comparables avec 1984, où il y avait une liberté assortie de moyens financiers de mettre des enfants dans l'école de leur choix. Là, il s'agit de quelque chose de tout à fait différent. Ce n'est pas notre intérêt. Ce n'est pas, on l'a dit, les droits de tel ou tel qui est en jeu. Ce qui est en jeu, c'est un altruisme vis-à-vis des générations futures, une nouvelle responsabilité de l'homme vis-à-vis des générations à venir. Merci beaucoup, Tugdual Derville. Malheureusement, on ne peut pas aller plus loin. Il y avait encore pas mal de questions, mais on aura l'occasion, bien sûr, de revenir sur le sujet. Cette question du mariage pour tous, le projet de loi Taubira étudié demain à l'Assemblée. Tugdual Derville, délégué général de l'Alliance Vita, l'un des porte-parole de la Manif pour tous. Merci beaucoup et bonne journée. Merci, bonne journée, Louis.